est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Salut, je m'appelle Jonas Mayala et je viens encore dans le cadre de notre chaîne, de notre projet de la GOD Sud, vous présenter la suite d'une petite analyse sur le conflit qui oppose Israël à la Palestine et plus particulièrement le Hamas sur la bande de Gaza. Alors je vais vous rappeler un petit peu le but de la GOD Sud, c'est que nous on est là pour défendre, donner l'information, motiver et promouvoir le développement des Suds. Les Suds, ça veut dire tout le peuple du monde entier qui se serait victimisé, qui se sentirait non représenté dans certains enjeux globaux et mondiaux. Donc notre but, c'est globalement prendre la défense de ces gens-là qui sont généralement faibles, victimisés et écrasés. Alors, dans le conflit qui oppose aujourd'hui Israël à la Palestine, on voit se dessiner encore une fois de plus une carte assez importante, une nouvelle carte d'ailleurs sur le plan de la géopolitique. Moi, ce que je vais faire dans cette émission, c'est que je vais juste vous présenter, faire une petite comparaison entre les conflits qui se passent aujourd'hui en Israël, Israël contre le Hamas, et le conflit qui se passe d'ailleurs aussi, qui est d'actualité, la Russie et l'Ukraine. Ce que moi je constate, est-ce que c'est un principe de deux poids, deux mesures? Et c'est un peu sur ça qu'on va essayer un petit peu de débattre. Et ça, c'est très bien, très chouette. Je suis très ravi et très content de voir comment les réseaux sociaux sont enflammés sur la question. Tout le monde essaie de débattre selon ses propres convictions, selon ses propres avis, selon ses préférences. Et la GOD Sud aussi élève sa voix pour donner un avis, une petite analyse sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Dernièrement, j'ai fait une émission sur le conflit en soi, en lui-même. J'ai présenté un petit peu l'histoire de la fondation de l'État d'Israël et même de la Palestine. C'est pratiquement le même, ils partagent le même territoire, ces deux pays. Et je vais commencer par vous parler un petit peu, je sais que c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu connu de tous, du conflit, la guerre en Ukraine. Alors, ici, on comprend, ça se dit un peu, il y a beaucoup d'informations là-dessus, mais en gros, c'est la Russie qui a décidé, qui a annoncé dans les accords que l'OTAN ne devrait pas s'étendre jusqu'à l'Europe de l'Est, ce qui pourrait potentiellement conduire à une escalade ou à des faux pas entre deux puissances ou deux blocs nucléaires. Il faut retenir ici que la Russie, c'est la première puissance nucléaire suivie par les États-Unis et ensuite la Chine. C'est que la Russie a demandé pour éviter, ici on va bien souligner le terme éviter, parce que juste après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60, au début des années 60, on est précisément en 1962, le monde a frôlé la Troisième Guerre mondiale, la guerre qui devrait éclater entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et là, ça aurait été la Troisième Guerre mondiale. Et puisque c'était sauvé, échappé de justesse, et qu'il fallait, ils ont lancé cette politique-là de la dénucléarisation. Ça veut dire qu'il fallait détruire les armes nucléaires dans le monde, ce qui a été fait pour la plupart des pays occidentaux, et la diminution drastique d'armes nucléaires en Russie, notamment en Russie et aux États-Unis. Mais après, lors de la période de la guerre, la longue guerre froide, la Russie a continué à développer son arsenal nucléaire. Et alors, la Russie a demandé dans les accords entre le bloc de l'OTAN et la Russie, ils ont demandé qu'ils ne devraient pas partager de frontières. Ça veut dire que l'OTAN qui, en principe, essaie de défendre les pays contre l'invasion russe, contre une potentielle attaque de la Russie, parce que c'est un petit peu pour cette raison que l'OTAN a été fondée. Et donc, la Russie a dit, bon d'accord, gardez vos distances, je ne veux pas que vous veniez jusqu'en mes frontières. Mais l'OTAN n'a pas écouté, le bloc de l'OTAN n'a pas écouté ces revendications de la Russie. On
on voit très bien sur la carte comment des pays proches de la Russie ont adhéré dans l'OTAN. On parlera ici de la Bulgarie ou de la Lettonie ou je sais pas, tout ce petit État. C'est vraiment la frontière avec la Russie. Mais la Russie avait dit la ligne rouge serait l'Ukraine. Si l'Ukraine entre dans l'OTAN, là, on ne va pas tolérer, on passera directement à l'offensive. Mais en 2014, on va voir ici que la Russie, c'est vrai que la Russie a attaqué l'Ukraine, elle a pris la Crimée, donc voilà, c'est un petit peu très compliqué sur le plan historique. Mais juste après, l'Ukraine de Zelensky a manifesté l'intention d'adhérer dans l'OTAN, effectivement conseillé par les États-Unis, qui est l'allié stratégique de l'Ukraine. Tout le monde sait qu'en Ukraine, il y a des laboratoires biologiques des États-Unis d'Amérique. Il y a même des informations qui avaient fuité dans le document qui était parti avec Donald Trump depuis la Maison-Blanche, juste après quand il a été remplacé par Joe Biden. Il était parti avec une série de documents. Parmi ces documents, on comprendrait, on a retrouvé aussi certains documents, on va dire, qui parlaient un petit peu de laboratoire biologique qui se trouverait, laboratoire américain qui se trouverait en Ukraine, ce qui se passe un petit peu là. Il y a aussi un dossier assez louche, c'est que le fils de Biden serait impliqué dans une espèce d'investissement en Ukraine, notamment sur l'un des laboratoires ou plusieurs laboratoires. Bon, bref, donc on sait que les États-Unis d'Amérique développaient quelque chose de biologique sur le territoire ukrainien. C'est donc pour cette raison aussi que les États-Unis d'Amérique voulaient à tout prix l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pour bien protéger l'Ukraine, mais potentiellement aussi préparer son attaque si jamais cela devrait se produire contre la Russie. La Russie, suffisamment informée, parce qu'il faut savoir que la Russie, c'est l'une des grandes puissances, l'une des trois grandes armées du monde et la puissance nucléaire, le plus grand pays du monde, et donc avec une histoire fantastique et fallacieuse. Et la Russie a dit non, la Russie de Poutine a dit non. Et donc, c'est comme ça que la Russie a attaqué l'Ukraine. On est là le 24 février 2022. La Russie entre en Ukraine et il se passe des trucs, La Russie a été traitée de tout. On a fait des assemblées générales aux Nations Unies pour que tous les pays accusent la Russie d'être un agresseur. La Russie s'est vue exclue complètement des grandes compétitions internationales, des grandes compétitions mondiales. On a vu la Russie être suffisamment sanctionnée, mais vraiment suffisamment sanctionnée, notamment sur son gaz, sur ses exportations. Les entreprises occidentales ont carrément zappé leurs investissements en Russie. Les avoirs des Russes ont été gelés dans l'espace, en tout cas occidental. On a vu que la Russie a été assommée des sanctions, mais vraiment de sanctions. Ce qui est bizarre ici, c'est qu'au niveau des Nations Unies, les États-Unis d'Amérique ont joué le carte, c'est pour que le monde entier condamne l'adhésion ou l'invasion russe en Ukraine. Je ne suis pas ici en train de condamner ou bien de dire que ce que la Russie a fait sur l'Ukraine était bien, mais dire la manière dont le monde occidental a présenté la Russie dans ces conflits russo-ukrainiens. La Russie, c'était elle l'agresseur, et l'Ukraine était en train de subir. Qu'il fallait faire quoi? Il fallait soutenir l'Ukraine. L'Ukraine a été soutenue, aidée par le monde occidental, notamment dans les armements, dans les renseignements, dans la géostratégie. Et voilà, donc Zelensky a fait un petit peu le tour du monde pour aller chercher les soutiens partout, un peu la propagande, c'est la guerre des images et tout. On a essayé d'isoler la Russie du mieux que l'Occident a pu. Mais les choses ne sont pas passées exactement comme c'était prévu parce que on voit bien que la Russie n'a pas été totalement isolée et c'est ce qui a permis que même le BRICS est en train de s'agrandir. Voilà. On peut comprendre que chaque agression doit être condamnée. La Russie, ce qu'elle a fait, ça ne se fait pas. Il y a des civils qui sont morts, qui ont été tués et tout, donc c'est des trucs qu'il faut éviter. Mais là, aujourd'hui, nous voyons un autre conflit qui serait un petit peu similaire à celui-là. Parce qu'ici, on voit une grande nation, un pays extrêmement puissant en face d'un pays qu'il peut écraser juste avec un seul tir. Il faut noter qu'Israël, c'est un pays nucléaire aussi. Israël, l'un des pays les plus puissants, dans le top 10 des pays les plus puissants du monde, Israël s'y retrouve. Israël a des services de renseignement hyper sophistiqués qui certains seraient largement supérieurs à des systèmes de renseignement européens. La technologie israélienne, elle est tout simplement extraordinaire.
Et d'ailleurs, dans l'histoire d'Israël, j'ai parlé dans l'émission que j'ai présentée un petit peu le développement, la fondation d'État d'Israël en 1948, c'est en 1948 qu'Israël a pris son indépendance. Et donc, c'était un pays qui était, voilà, avec des limites, des frontières bien définies, bien reparties par les Nations Unies, la Palestine aussi avec ses territoires, ses limites bien définies. Mais aujourd'hui, la Palestine est complètement sous le contrôle d'Israël, jusqu'à près de plus de 80%. Je l'avais montré sur... J'encourage pas ce que le Hamas a fait. Cette guerre s'inscrit dans une histoire longue, je l'avais dit. Ce n'est pas juste le fait qui se passe aujourd'hui. Hamas, c'est un groupe qui s'appellerait un peu des libérateurs parmi des groupes qui revendiquent le repeuplement de la Palestine, qui revendiquent le territoire palestinien. Du moins, retourner dans les anciennes frontières définies par les Nations Unies en 1947. Ou peut-être si ces Arabes ont les yeux plus gros que leur ventre, leurs estomacs, c'est de réclamer carrément toute la Palestine ancienne. Ça veut dire que tout l'État juif, tout l'État hébreu doit retourner aux Palestiniens. Mais là n'est pas le problème. Le problème ici, c'est que le Hamas a fait comme autrefois, parce que ce n'est pas la première attaque que le Hamas essaye de faire sur Israël. Hamas, entre le 1 certain 7 octobre de ce mois, lance son offensive au sud d'Israël. Ça se passe très mal. Et ce n'est pas un acte que nous pouvons encourager, en tout cas moi, dans le cadre de la journée des Suds, j'encourage pas cet acte parce que Hamas est entré dans Israël frapper civils et militaires. En cas de guerre, les civils n'ont rien à faire dans le conflit. Il faut attaquer et frapper sur des cibles militaires, mais le Hamas, il a frappé sur les civils. On a dénombré sur le coup, dans cette attaque-là, un peu plus de 1500 victimes, civiles comme militaires. Et beaucoup de déplacés, c'est une débandade. Israël riposte. La riposte a été plus que fracassante, mais vraiment d'une telle ampleur qu'on ne peut plus faire le rapport, la comparaison entre les pertes du côté des Hamas et les pertes du côté israélien. La chicotte, elle a été à la hauteur. Il faut montrer les muscles. Israël a riposté, mais vraiment, selon ses désirs. Israël a frappé fort des bombardements en masse. On l'a vu. Mais juste après, la communauté internationale a commencé à conscientiser Israël. Que non, ça va, c'est bon. Israël applique des techniques, mais vraiment c'est toute une guerre sur Gaza. Il faut couper le nord, on voit leur entrée, ils entrent du nord et vers le centre. Couper, on coupe le nord, là, les approvisionnements, ça veut dire que les Hamas, le groupe de Hamas, ont du mal à s'approvisionner en termes d'armes, c'est une stratégie de guerre, voilà. Et vers le centre, mais vraiment il faut couper le Hamas. Il faut couper la ville de Gaza. Sauf que, lorsque Israël lance son offensive, il faut voir le nombre de déplacés, le nombre de morts. Le peuple de Gaza se retrouve complètement assiégé. Israël se justifie en disant ça a été une riposte. Bon, d'accord, une riposte parce que l'acte de Hamas ne peut pas être cautionné ici. Israël a riposté pour se défendre. Mais là, on n'est plus dans la riposte. Israël non seulement se défend, mais attaque. Israël montre ce muscle. Mais contre qui? Contre le peuple palestinien, contre le pauvre palestinien, qui n'ont rien à voir dans cette attaque. C'est toujours ça le problème. Quand il y a guerre, mais ce sont ceux-là qui n'ont rien à voir dans la guerre qui payent le plus lourd tribut. C'est le pauvre peuple. Lorsqu'on coupe les approvisionnements dans Gaza, Israël est en train de refuser même l'aide humanitaire. Mais c'est fou ça. Au niveau du Conseil de sécurité, ça chauffe. Israël dit que voilà, nous sommes en train de nous défendre. C'est une défense.
et présente comme preuve, comme, je ne sais pas moi, excuse pour continuer son offensive, c'est que dans Gaza, il y aurait des otages israéliens. Il faut que ces otages-là soient libérés. Le Premier ministre israélien l'a dit. Sans condition, que le monde, la communauté internationale le sache. Il faut que ces otages-là soient libérés. Ok, il faut que ces otages soient libérés. Mais à l'inverse, Gaza est complètement prise en otage. Donc Gaza est coupé du reste du monde. Israël rejette toute intervention, tout conseil, que ce soit du niveau du Conseil de sécurité. Israël refuse un potentiel cessez-le-feu. L'Assemblée générale aux Nations unies a siégé pour condamner et demander qu'il y ait au moins un couloir humanitaire. Israël a dit que c'était une infamie. Donc, il faut que cette offensive continue. La question qu'on se pose ici, c'est que pourquoi le Conseil de sécurité ne traiterait pas aussi d'Israël d'un État agresseur? Parce que là, on est carrément dans ces scénarios. Israël s'est fait agresser, oui. S'est fait menacer, s'est fait provoquer. À l'exemple de l'Ukraine qui a provoqué le grand ours russe. Hamas a provoqué Israël par cette attaque vers le sud, dans le sud d'Israël. L'Ukraine a provoqué la Russie en voulant adhérer dans l'OTAN. Ici, nous sommes dans deux types de provocations. Il s'agit d'une provocation réelle. La Russie s'est sentie menacée. Pourquoi la Russie s'est sentie menacée? Parce que si l'Ukraine adhérait dans l'OTAN, l'Ukraine serait en mesure de réclamer la Crimée et il y aurait guerre. L'OTAN serait entrée en guerre contre la Russie. La Russie a dit non, on ne permettra pas une telle chose. Pour éviter une potentielle guerre nucléaire, la Russie a agi et l'a attaqué. Israël s'est senti menacé. Le Hamas entre sur le territoire israélien, frappe, détruit des choses, tue les civils et prend d'autres en otage, militaires comme civils. Israël se voit dans l'obligation de réagir. Tout comme la Russie s'est vue dans l'obligation de réagir. Mais sauf que pour la Russie, ça a été publié sur tous les médias que la Russie est un agresseur. Et que le monde entier devrait haïr la Russie parce que la Russie est un agresseur. Mais pourquoi? Presque dans le cas similaire, l'Ukraine ou Israël ne serait pas traité ici comme un État agresseur. Une riposte, là on est plus que dans une riposte. Le Hamas réclame le cessez-le-feu. Ils ne peuvent pas tenir face à l'armée, à la puissance militaire israélienne. Ils sont en train d'appeler l'aide internationale. Vous pensez que s'ils étaient des ennemis de taille, ils seraient en train de réclamer, d'appeler l'aide internationale? Non. Le Hamas reconnaît vraiment que ils ne peuvent pas tenir face à Israël. L'armée israélienne est extrêmement puissante. Mais non, on essaie de supplier Israël. Israël, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter? Est-ce que tu peux permettre ne serait-ce qu'un couloir humanitaire? Est-ce que tu peux permettre ne serait-ce qu'il y ait des aides, de dons qui entrent dans Gaza? Il y a des réfugiés, il y a des prises, il y a des otages israéliens dans Gaza. Mais Gaza ici est complètement prise en otage. Aucun pays ne peut prétendre aller aider Gaza. Pourquoi? Parce qu'Israël a décidé. Et aux Nations Unies, même si on dit qu'au niveau des Nations Unies, que ouais, les pays se disent, ouais, non, on est contre cette invasion, on est contre les actions d'Israël. Quel est ce pays qui a levé son doigt pour décider sur qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a annoncé des sanctions, comme ce fut le cas pour la Russie? Et d'ailleurs, pour les Nations Unies, là, peut-être que je n'aurai pas le temps de présenter, de parler des Nations Unies là maintenant, mais je vais quand même vous dire quelque chose sur les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est une organisation qui a vu le jour en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et les Nations Unies sont venues remplacer ce qu'on appelait avant la Société des Nations, qui était un petit peu dirigée, gouvernée par les deux grands empires à l'époque, c'est l'Empire britannique et l'Empire français.
Et cet État des nations, ou cette société des nations fut créée juste après la Première Guerre mondiale. Les États-Unis se sont retirés parce qu'ils ont trouvé que c'était un peu moche et tout, voilà. Mais après la Seconde Guerre mondiale, l'idée de créer une organisation internationale pour éviter ce genre de situations de guerre, alors l'idée est née. Déjà à partir de 1943, on voit ici une réunion, une assemblée, peut-être en 1941, il y avait encore de pourparlers, on avait déjà des idées un peu à gauche, à droite, notamment aux États-Unis, mais en 1943, on va faire une conférence en Russie pour poser les bases des Nations Unies qu'on a aujourd'hui. Et juste après la guerre, alors là, c'est la signature. La signature de cette organisation qu'on appelle aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies. Et le pays qui était à la base de cette organisation, il y a eu 4 pays. La Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine nationaliste et pas la Chine communiste. Et la France va venir beaucoup plus tard, mais elle n'était pas là. Les 4 États fondateurs des Nations Unies. Et c'est pourquoi ils ont décidé, ce sont des 4 membres permanents. Parmi les 4 membres permanents, il y a aussi la France qui s'est ajoutée sur cette liste des membres permanents des Nations Unies, du Conseil de sécurité aux Nations Unies. Les Nations Unies sont composées de 6 organes. De 6 organes, et puis il y a des organes qui sont un peu éloignés et tout. Il y a l'Assemblée générale, qui est entre guillemets le principal organe délibérateur, où siégerait tout le président, tout le gouvernement du monde pour décider sur ce qui se passe un petit peu dans le monde et tout. Ça, l'Assemblée générale. Il y a le Conseil de sécurité. Mais il y a l'Assemblée générale, il y a le Conseil de sécurité, il y a le Conseil économique et social, il y a les conseils des tutelles, il y a la Cour internationale de justice, il y a également le secrétariat. Le secrétariat général, on voit là les employés des Nations Unies pour le bon fonctionnement de l'organisation, et le président ou le secrétaire, c'est chapeauté par le secrétaire général des Nations Unies qui est actuellement Antonio Guterres. Mais est-ce que nous pouvons dire qui dirige les Nations Unies? Est-ce que c'est l'Assemblée générale? Mais c'est très faux. Déjà, l'origine, la constitution des Nations Unies, la fondation des Nations Unies, ce sont les 4 pays-là. Plus la France plus tard. C'est la Chine, c'est la Russie, c'est le Royaume-Uni, c'est les États-Unis, c'est la France. Et vous pensez que ces pays-là vont prendre tout bonnement cette grande organisation, donner ça au Conseil ou à l'Assemblée générale? Non. De tous ces organes-là, c'est le Conseil de sécurité qui est l'organe le plus puissant. Et c'est ces conseils de sécurité qui dirigent le monde, qui a toujours dirigé le monde. Toujours dirigé le monde. C'est eux qui décident ce qu'il faut faire, parce que c'est un organe qui est apparemment appelé à remettre l'ordre international dans le monde. S'occuper de tout ce qui est trouble dans le monde, des guerres et tout, le Conseil de sécurité. Mais ils s'ingèrent dans tout. Ils font tout le boulot. Ils influencent tous les autres organes. Et aujourd'hui, avec les conflits qu'il y a un peu entre les États-Unis, la Chine, la Russie, ça complique un peu tout. C'est les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, ça suffit, ils se décident, ils font des choses là aux Nations Unies. Et c'est ces Nations Unies-là qu'on dit que non, la solution viendrait de là. Mais c'est très faux. Parce qu'il y a un commentateur français que je suivis hier sur une chaîne de télévision que je ne vais pas citer ici, que je suivis, qui a dit, c'est officiel, il y a des généraux américains en Israël qui sont aux côtés des Israéliens pour commander cette opération. Ce qui veut dire que les États-Unis soutiennent à 100% ou à 80% cette invasion israélienne. L'Occident se voit mal de condamner ça. On peut dire de loin, oh non, on n'est pas d'accord et tout ça, Israël, est-ce qu'il faut aller passer au cessez-le-feu et tout? Mais quel est cet État occidental qui peut sanctionner Israël? Parce qu'il ne faut pas seulement condamner. Il ne faut pas seulement dire que ce n'est pas bien, il faut arrêter et tout. Mais est-ce qu'il y a des actions concrètes pour arrêter Israël de bombarder sur la bande de Gaza? Certes, il y a des otages israéliens dans Gaza, mais est-ce que c'est dans ces bombardements que ces otages seront libérés? Parce que déjà, même leur vie est mise en danger. S'il y a des otages dans Gaza, est-ce qu'Israël sait exactement où ils sont en bombardant comme ça? Et si un
un des missiles tombait sur l'endroit exact où se trouveraient ces otages-là, ceux qui sont morts. Est-ce que dans l'opération de libération des otages, on procède de cette façon-là? Même si je ne suis pas militaire, est-ce que pour libérer les otages, c'est ce type d'opération qu'on met en place? Des bombardements, des tirs sur tout ce qui bouge. Là, ils sont en train de bombarder sur tout ce qui peut potentiellement constituer un danger. Il y a même un hôpital imminent de bombarder sur des hôpitaux. Comme quoi, dans les hôpitaux, dans les souterrains, là, il y aurait des commandements militaires et tout. C'est des hôpitaux. On demande à certains hôpitaux de libérer, d'évacuer certaines villes, certains quartiers, d'évacuer complètement des hôpitaux qui refusent. Dis non, nous avons des patients dans les hôpitaux ici qui sont en soins intensifs pour la plupart. Mais comment on va libérer? Comment on va évacuer? Et si eux, ils doivent tirer, mais ils ont des armes sophistiquées, bien pour cibler. Ils ont des missiles sophistiqués pour cibler. Ils ne peuvent pas tirer à l'aveuglette pour tirer et cibler ou frapper des hôpitaux. S'ils les font, c'est qu'ils les font sciemment. Et d'ailleurs, depuis le début, ils font sciemment ça. Dans le monde maintenant, commencent à naître ces mouvements-là, qu'on veut éviter à tout prix d'ailleurs. La haine envers le peuple juif. Je ne parlais pas de peuple juif en général. Je parle du gouvernement juif en place, qui est d'ailleurs détesté par le peuple juif. On ne va pas oublier qu'il y a eu beaucoup de mouvements en Israël, notamment à Tel Aviv et à Jérusalem, pour contester contre le gouvernement en place. C'est un gouvernement qui est déjà déficitaire, détesté par sa propre population. Et donc, ils prennent des décisions à l'aveuglette. Au début, lorsque le Hamas a attaqué, beaucoup de Juifs étaient pour qu'on riposte. Mais après, même, il y a des Juifs qui ont fait la marche, notamment à Tel Aviv, pour condamner cette invasion-là. Mais qu'est-ce qu'on y gagne là-dedans? Ça ne va faire que croître, que ça va constituer la croissance de la haine envers le peuple juif. On voit des images en Russie, aux États-Unis, ici en Europe, ou en Cisjordanie. Aujourd'hui, on commence à boycotter certaines enseignes de certaines entreprises américaines parce qu'on a montré les images où McDonald's se serait permis de donner de la nourriture aux soldats israéliens. Et donc, là où il y a des magasins McDonald's dans certains pays, les populations ou le peuple refusent d'aller payer le produit de McDonald's. On a vu en Russie, avec cet aéroport qui a été pris d'assaut par le peuple un petit peu arabe pour aller chercher les Juifs afin de leur faire du mal. Donc, vous exposez encore, on est en train d'exposer encore le Juif de partout dans le monde où ils sont à ces genres de comportements. Mais alors qu'ils n'y sont pour rien. Qu'est-ce que nous sommes en train de préparer dans les jours à venir? Dans la mesure où Israël gagnerait cette guerre, parce qu'on ne parle même pas de guerre, c'est une opération militaire de grande ampleur. Si Israël gagne, le peuple israélien, lui, gagne quoi? Certes, l'armée israélienne va gagner. Mais que gagnera le peuple juif? La victoire va être à l'armée israélienne et aux intérêts politico-politiques. Alors que le peuple juif aura tout à perdre dans ces conflits, partout dans le monde. Les gens voient, ils ne sont pas dupes. Des civils meurent, des vies meurent. Y a-t-il dans ce monde des vies qui sont beaucoup plus importantes que d'autres? Quand on voyait en Russie, ouais, la Russie, un missile a touché un habitat ou je sais pas moi, une maison, il y a 4 morts, 6 morts, 12 morts, 20 morts. L'Amnesty International a sorti un rapport. Poutine, c'est un criminel de guerre. C'est un criminel. Ou si, je sais pas moi, il y a des crimes de guerre. Des enquêtes, on a ouvert des enquêtes. Il y a même un mandat international à l'encontre de M. Poutine. Parce qu'il a tué des civils. Mais est-ce que vous dénombrez, vous comptez le nombre de victimes, de morts à Gaza? On est à plus de 8000 morts. Et beaucoup, ce sont des civils. Même après la guerre, est-ce que Gaza sera-t-il habitable? Des destructions qui se font dans Gaza. On parle en termes de milliers de morts. Des milliers de civils qui sont tués. En l'espace de quelques jours. Quelques jours seulement. Même pas un mois. Quelques jours. Mais la Russie est agresseur, Israël pas du tout. C'est ça que nous, sudistes, nous disons que ça doit changer. Cette histoire-là des 2 poids, 2 mesures, on en a marre. Et j'aimerais que tous les sudistes ici commencent à ouvrir les yeux. C'est pas possible.
Les Nations Unies ont prévenu, c'est vrai, beaucoup de guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, on a évité beaucoup de guerres de justice à cause ou grâce aux Nations Unies. C'est bien beau. Mais lorsque certains pays se croiraient super puissants, capables de faire ce qui est bon leur semble, ça devient dangereux. Pourquoi au Conseil de sécurité, il n'y aurait que 5 membres, 5 pays, 5 membres permanents? Les pays africains ne sont pas représentés, les pays asiatiques ne sont pas représentés suffisamment. Même quand ils font des conseils ou, je ne sais pas moi, à l'Assemblée générale, ça ne signifie pas grand-chose. Hein. Les grandes décisions, c'est le Conseil de sécurité. Hein. Tous les présidents, les leaders mondiaux vont se retrouver à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ils vont voter, trucs qui sont pour, qui sont contre. Et après, qui va exécuter ça? Si le Conseil de sécurité n'a dit rien, c'est rien. Qui va exécuter ça? Qui, au niveau de l'Assemblée générale, va aller dire à Israël d'arrêter, de cesser le feu? Ça doit venir du Conseil de sécurité. C'est eux le boss. Mais sauf que le Conseil de sécurité est de mèche avec Israël. Israël est un allié stratégique protégé des États-Unis d'Amérique. La France est obligée de suivre, le Royaume-Uni également. Qu'est-ce que vous cherchez pour le peuple juif? Il y aura des confrontations partout dans le monde. Les Arabes, ceux qui sont en acte, en position de se venger, ils vont se venger. C'est quoi cette histoire? Les politiciens doivent être punis. On ne demande pas de punir Israël, de punir le peuple juif, mais de punir les responsables de ces genres de commandements. De la même manière, on a mis dans la liste, et sur la liste rouge, les officiers ou je ne sais pas, les politiciens russes. Mais ici, on a vu que quand les sanctions, on a sanctionné la Russie, ça a touché le peuple russe aussi. Est-ce qu'Israël sera sanctionné? Vous, sudistes, nous, sudistes, ouvrons nos yeux. Aller dans des organisations internationales à l'aveuglette, là, ça doit s'arrêter. Allez siéger aux Nations Unies, oh, il y a COP là-bas, il y a les rapports du GIEC, il y a tous ces sommets mondiaux là. Nous devons ouvrir les yeux. Il y a des pays qui se croient super puissants. Il y a des pays qui, quand vous marchez avec eux, ça va. Dès que vous osez dire non, c'est un problème. Nous, sudistes, ne sommes pas d'accord avec ce traitement-là de 2 poids 2 mesures. Ce qui a été condamné en Russie, en Ukraine, doit également être condamné en Israël, avec des actions fortes. S'il faut sanctionner des gens, il faut sanctionner. Cet état-là des Hamas-là, s'il y a moyen de sanctionner, de trouver les responsables, de les sanctionner, la communauté internationale doit le faire. On doit offrir des enquêtes pour aller chercher les responsables. Ils doivent payer, répondre de leurs actes, mais également en Israël. Ceux qui ont donné ces commandements fous, qui sont en train de tuer des civils, beaucoup de gens, ces autorités-là doivent être poursuivies. À vous de donner des avis sur ce qui se passe là maintenant, mais je vous dis, c'est chaud. Et les sudistes ont un mot à dire. Notre manque de représentativité dans des grandes actions, des grands sommets mondiaux, nous le payons cher. Et ça doit s'arrêter, cette histoire-là. Nous devons commencer à songer à des organisations internationales beaucoup plus équitables, où l'équité est respectée. Respectée. Je vous ai dit, si j'ai dit quelque chose qui ne vous a pas plu, ou qui n'a pas été très bien vérifié, ne m'en tenez pas rigueur, c'est juste une analyse. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être dites, mais là je vous dis, ces principes des 2 poids 2 mesures, nous les sudistes ne sommes pas d'accord. Le mal est mal, quel que soit celui qui les commet. Je vous dis, et je vous fixe rendez-vous dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup et à la prochaine. La GOD Sud vous remercie et vous demande de partager la vidéo, de vous abonner si la thématique vous intéresse et d'activer la notification pour ne rien rater de nos publications. Qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.